Le 5 septembre 2012, 4 personnes sont retrouvées assassinées sur un chemin de montagne près d'Annecy. Une affaire hors norme pour une commune qui ne compte que 200 habitants. Ce quadruple meurtre reste à ce jour inexpliqué. C'est la tuerie de la Chevaline. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur une affaire criminelle et j'ai choisi pour celle-là une qui me fascine tout particulièrement, celle de la tuerie de la Chevaline qui est une affaire non élucidée. Aujourd'hui on va parler de la famille Al-Hili qui est une famille irako-britannique qui vit dans la banlieue de Londres en Grande-Bretagne. Saad le père a 50 ans, Iqbal, sa femme, la mère de famille, a 47 ans et ils ont 2 petites filles, Zainab 7 ans ainsi que Zina 4 ans. Toute la famille vit dans la maison héritée du côté de la famille de Saad à Claygate dans le Surrey qui est un comté au sud du Grand Londres. Donc Saad a gagné l'Angleterre en 1971 alors qu'il n'a que 9 ans. Donc il est venu avec ses parents et son grand frère. Ils ont fui l'Irak suite à l'arrivée au pouvoir de Saddam Hussein. A l'époque, Kadim Al-Hili, donc le père de famille, était propriétaire de plusieurs usines et offrait à sa famille un train de vie très confortable. Sauf que le frère de Kadim sera arrêté et torturé par le gouvernement et Kadim va donc décider de fuir avec sa famille, de partir immigrer en Angleterre en laissant tous ses biens derrière lui, sa maison, ses usines, tout. La famille va très bien s'installer en Angleterre car elle dispose de ressources conséquentes. Saad est déjà un garçon charismatique et intelligent et il va savoir utiliser ce potentiel dans ce nouveau pays. Il va notamment briller dans les études universitaires où il va décrocher 2 diplômes. L'un en ingénierie mécanique et l'autre en informatique à l'université de Kingstown. Son grand frère Zaïd sera quelqu'un qui est décrit comme étant beaucoup plus réservé que Saad. Zaïd va quant à lui étudier la comptabilité et les 2 frères se démarqueront par leurs différences tant dans leur personnalité que dans leur manière d'aborder le monde. À la mort de leur mère, leur père, Kadim, va décider de partir vivre en Espagne pour ses vieux jours et il va donc décider de laisser la maison familiale à ses 2 fils. Ce qui va marquer le début d'une fracture entre les 2 frères car la cohabitation va mal se passer dans cette maison à Claygate. Les différences entre les 2 frères mais aussi la jalousie et le ressentiment auront raison du lien qui les unit. Saad va ensuite rencontrer Iqbal en 2003 à Dubaï. Et ils vont tout de suite s'entendre, ayant comme point commun l'amour pour leur pays d'origine, l'Irak. Iqbal vivait jusqu'ici en Suède, mais elle décidera de partir rejoindre Saad en Grande-Bretagne. Saad, qui est un passionné de mécanique et d'ingénierie, est très entouré, il a beaucoup d'amis et il s'apprête à fonder une famille avec Iqbal. Il sera naturalisé citoyen britannique en 2002 et il fondera sa propre société qu'il appellera Shtek. Il demandera alors à son frère de devenir secrétaire de la société et Zaïd acceptera. Zaïd va donc devenir le secrétaire et donc détenteur de la signature administrative de la société jusqu'en 2011, date à laquelle Iqbal va prendre les fonctions de secrétaire et va donc mettre fin à la collaboration entre les 2 frères. Saad va donc s'épanouir tant au niveau professionnel que personnel, et bientôt Iqbal et lui accueilleront une petite fille, Zainab, qui naîtra en 2005. La famille restera vivre dans la maison de Claygate et Zaïd finira par aller vivre ailleurs. En 2008, Saad et Iqbal accueilleront une autre petite fille, Zina. En parallèle de sa propre société, Saad va travailler pour une société qui s'appelle la SSTL, qui est une entreprise spécialisée dans la réalisation de microsatellites. La relation entre les 2 frères qui était déjà très tendue va se dégrader davantage à la mort de leur père Kadim. En effet, Kadim va mourir dans son appartement à Malaga en Espagne dans des circonstances très troubles et il va laisser derrière lui un héritage conséquent, ce qui va marquer le début d'une guerre acharnée entre Saad et Zaïd. Les mois vont passer et les batailles administratives vont se succéder, rendant alors la communication totalement impossible entre Saad et Zaïd. Au courant du mois d'août, Saad et Iqbal décideront de partir en vacances en Haute-Savoie. Certains de leurs proches diront qu'il ne s'agissait pas de vacances qui étaient prévues, qu'ils sont partis de manière précipitée. Donc le mercredi 29 août, la famille va prendre le ferry en direction de Calais, puis ils conduiront jusqu'en Haute-Savoie dans leur camping-car et ils s'installeront dans un camping qui s'appelle le village Europa. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent en Haute-Savoie, ce sont les 3e vacances qu'ils viennent passer dans la région. La mère d'Iqbal, Souala Al-Alaf, qui vit en Suède, va les rejoindre et on sait que le séjour va se passer sans véritable accroc car on a retrouvé l'appareil photo numérique de la famille dans leurs affaires et on a pu reconstituer facilement leur itinéraire.
Le seul élément troublant est que la famille avait réservé une semaine entière dans ce camping et ils sont partis au bout de seulement 2 jours pour aller s'installer dans un autre camping situé à moins de 3 km de là. Donc on peut se poser la question de savoir s'ils ont été dérangés par quelqu'un ou s'il s'agit d'une coïncidence. Peut-être qu'ils ont simplement changé de camping parce que je sais pas, ils aimaient pas ce camping-là. On arrive maintenant au contexte de la terrible découverte. Le 5 septembre 2012, William Brett Martin, qui est un Britannique lui aussi, et qui a 53 ans, quitte sa maison de Chevaline pour aller faire du vélo. Il va alors entamer le chemin de la Come d'Ir, qui se situe dans une forêt et qui longe la commune de Chevaline. En chemin, William va remarquer la présence d'un autre cycliste, c'est Sylvain Mollier. Sylvain Mollier est un Français, c'est un habitant de la région de 45 ans et il vient de prendre un congé parental suite à l'arrivée de son 3e enfant. Donc William, qui va remarquer ce cycliste qui le double, va continuer son chemin. Et arrivé en haut du chemin, il va remarquer un vélo couché par terre, une silhouette couchée près de lui. Il va d'abord penser que le cycliste se repose. Puis après, il va penser à un simple accident de la route. Un peu plus loin, il remarque la présence d'une fillette qui s'approche, titube et s'écroule par terre. Il s'agit de Zeynab, 7 ans, la fille de Iqbal et Saad. William n'a pas encore le temps de porter secours à la fillette qu'il remarque une forte odeur de caoutchouc brûlé qui provient d'un break BMW, celui de la famille Alili, qui est enfoncé dans un talus et dont les roues patinent encore. Il va alors s'approcher pour couper le contact. Il va remarquer que la vitre du conducteur est brisée. Il va distinguer très rapidement 3 corps inanimés dans la voiture et il va voir que ces 3 personnes ont été tuées d'une balle dans la tête. C'est à ce moment-là que William va comprendre l'extrême gravité de la situation. Il faut savoir que William a été pilote de ligne, donc il a reçu un entraînement pour garder son calme dans des situations très stressantes. William part alors chercher de l'aide en redescendant le chemin. Il va croiser Philippe, un randonneur français. Il va lui expliquer, avec un accent britannique très prononcé, ce qu'il a vu en haut. C'est Philippe qui préviendra les pompiers. Il est 16h moins le quart et les secours sont en route. William et Philippe vont donc tous les deux remonter sur place. Et Philippe, le randonneur français, va être pris de panique lorsqu'il va découvrir la scène. En effet, il va faire le lien entre la plaque d'immatriculation du break BMW immatriculé en Angleterre et cet inconnu qui vient le chercher pour l'amener sur une scène absolument horrible, qui parle avec un fort accent britannique. Philippe va donc penser qu'il s'agit d'un traquenard. En étant désespéré, Philippe va tenter de se défendre en donnant un coup de poing à William, mais William va réussir à éviter les coups. Devant la stupeur de William, Philippe va comprendre qu'il ne s'agit pas de l'auteur des faits, mais d'un simple témoin. Les 2 hommes vont alors décider de se cacher ensemble et d'attendre l'arrivée des secours, pensant que le tueur est très probablement caché dans la forêt. Les secours seront sur place à 16h et mesurent à leur tour l'extrême gravité de la scène. Il s'agit d'un quadruple homicide sur un chemin de montagne dans une commune qui ne compte que 200 habitants. Les forces de l'ordre savent alors qu'il y a un ou plusieurs assassins dans cette commune. La petite Zeynab sera transférée à l'hôpital dans un état grave. Elle souffre d'une fracture au crâne mais aussi d'une balle dans l'épaule. Elle n'a que 7 ans, mais visiblement le tueur a essayé de la neutraliser. Zeynab sera surveillée tout le temps de son hospitalisation par le GIGN. Les enquêteurs vont vite s'apercevoir que la famille propriétaire du véhicule, c'est la famille Alili et qu'il s'agit bien d'eux qui sont décédés à l'intérieur du break BMW. Le cycliste français exécuté près de son vélo est identifié rapidement comme étant Sylvain Mollier car il avait une pièce d'identité sur lui. Et il semble être arrivé en vélo de manière totalement fortuite au milieu de cette fusillade. Et on peut se demander s'il s'agit d'une victime collatérale ou si il faisait partie de la cible ou s'il était la cible. C'est d'ailleurs la première question qui se pose face à une telle scène de crime aussi effroyable et chaotique. Qui était la cible? Était-ce la famille Alili ou était-ce Sylvain Mollier? Ou alors, est-ce que tout ça c'est l'œuvre d'un tueur fou qui a tué au hasard? Le chemin sur lequel a eu lieu la tuerie est le chemin de la Come d'Ir, qui est une zone montagneuse entourée de forêts qui est partagée entre les communes de Doussard et de Chevaline. Le sentier de montagne se termine en impasse et par un petit parking d'une dizaine de places. Et bien qu'il s'agisse d'un chemin dans la nature relativement à l'écart, c'est loin d'être un endroit désert. Il n'y a qu'à constater que dans le même laps de temps, Sylvain Mollier y était venu faire du vélo, la famille Alili était venue se promener, un cycliste s'apprêtait à arriver suivi d'un autre randonneur. Donc
que ce chemin, ce n'est pas non plus l'endroit idéal pour commettre un quadruple meurtre sans prendre le risque de se faire identifier. Et pourtant, le tueur a réussi à passer à travers les gouttes. Vers 18 h, c'est un cortège de gendarmes, mais aussi de médecins légistes, d'experts balistiques qui arrivent sur les lieux du crime. Un hélicoptère sera même dépêché pour survoler les lieux du crime. L'heure précise du déroulement des opérations est très importante pour la suite de l'histoire. Car les enquêteurs qui sont partis interroger les voisins de camping des Halili vont être avertis d'une information extrêmement préoccupante. La famille Halili est composée de 2 petites filles et non pas d'une seule. C'est donc à ce moment-là que les enquêteurs vont organiser des battues dans la forêt pour chercher la seconde petite fille. Elle sera découverte entre 23 h et minuit par les enquêteurs à l'intérieur de la voiture, cachée derrière les jambes de sa mère décédée. Zina a probablement été cachée dans un dernier élan protecteur par Iqbal qui portait des jupes longues. Iqbal, qui a dû comprendre que la situation n'allait pas se terminer de manière favorable pour eux, a eu le réflexe de prendre la petite fille et de la cacher sous ses jambes. Elles étaient derrière la voiture, donc sur le siège arrière, et cette jupe a permis de cacher la petite fille. Zina est donc restée environ 8 heures dans la voiture, au milieu de sa famille, décimée. Elle est restée cachée, sans faire de bruit. Donc d'abord, quand les enquêteurs l'ont vue, elle a refusé de sortir, puis elle a crié. Et c'est une fois qu'une femme policier va s'approcher qu'elle va accepter d'être prise dans les bras et de sortir de la voiture. Et elle se mettra spontanément à sourire et à parler anglais. Zina n'a aucune blessure. Elle sera placée sous protection dans un lieu tenu secret, comme sa grande sœur. Les gendarmes seront vivement critiqués par le délai qui est jugé comme extrêmement long pour retrouver cette petite fille qui se cachait juste devant leurs yeux. Lorsqu'une équipe scientifique arrive sur une scène de crime, il leur est demandé d'effectuer les premières mesures et d'effectuer un calcul de la trajectoire des balles, puis dans un second temps, de faire une modélisation 3D de la scène de crime. C'est pour ça que les gendarmes n'ont pas voulu ouvrir les portes de la voiture car ils risquaient en fait de briser la vitre et avec les impacts de balles, il aurait été donc impossible pour les experts scientifiques de calculer la trajectoire ensuite. Cependant, ça n'a pas servi à grand chose étant donné qu'on n'a jamais trouvé celui qui a fait ça. Spoiler alert! Donc le scénario exact de la scène de crime n'est pas précis, parce qu'en fait il y a des avis divergents sur à peu près tout. Notamment sur qui a été la première personne visée. Ce qu'on sait, c'est que la famille Halili était stationnée sur le petit parking juste avant le chemin de rando. Ensuite, Sylvain Mollier a été abattu de plusieurs balles, suivi probablement de Saad et de sa fille aînée Zeynab, qui seraient tous les deux, au moment des premiers tirs, à l'extérieur de la voiture. Iqbal, Souala et la petite fille de 4 ans, Zina, sont restés à l'intérieur de la voiture, assises à l'arrière du break. Saad, pris de panique, serait remonté dans la voiture, vraisemblablement laissant sa fille derrière lui, pensant peut-être qu'elle est morte. Il aurait fait donc une marche arrière désespérée en arc de cercle et roulera alors sur le corps de Sylvain Mollier et on retrouvera des marques qui l'attestent sur le corps de Sylvain Mollier. Donc ça, c'est quelque chose de sûr. Saad va reculer dans un talus, probablement pris de panique. Les roues vont alors patiner et la voiture n'avance plus. La famille est prise au piège. Le tueur va donc simplement se rapprocher du break et exécuter un à un les passagers d'une balle dans la tête. Sauf Zina qui est cachée donc derrière les jupes de sa mère. Une fois la famille éliminée, le tueur va s'approcher de Zeynab qui a reçu une balle dans l'épaule. Visiblement à court de munitions, il va tenter de l'achever à coups de crosse. Le coup sera d'une telle violence que Zeynab va perdre la vue pendant plusieurs jours. Transférée à l'hôpital puis placée dans un coma, elle sortira miraculeusement de ce coma sans séquelles plusieurs jours plus tard. C'est la profession de Saad Halili qui va interpeller les enquêteurs ainsi que sa double nationalité irakio-britannique. Les enquêteurs vont alors décider de se déplacer dans la banlieue de Londres, à Claygate, pour faire des investigations sur la vie de la famille et leur quotidien. À partir de ce moment-là, les gendarmes vont partir du principe que c'était la famille Halili qui était visée et que Sylvain Mollier était la victime collatérale. Les gendarmes sur place vont éplucher de A à Z la vie de la famille et vont aussi saisir l'ordinateur. L'ordinateur, qui était l'ordinateur de la maison, va révéler une très grande quantité de documents confidentiels que Saad n'aurait pas dû avoir en sa possession. Saad travaillait donc à la SSTL, cette entreprise qui crée des micro-satellites. Mais Saad était très discret sur son travail. En fait, la plupart de ses proches ne savaient pas exactement quel était son métier précis. Ils savaient qu'il était ingénieur, mais ils n'en savaient pas plus.
La SSTL travaille avec les plus gros constructeurs européens, mais aussi avec des constructeurs de la Chine, de l'Iran et de l'Afghanistan. Et ces satellites sont utilisés notamment par le renseignement français, donc les services secrets français, dans l'élaboration de stratégies militaires. On peut donc affirmer que Saad était en contact avec des informations sensibles. La piste de l'espionnage industriel va être sérieusement creusée. Aujourd'hui, près de 9 ans après les faits, je ne pense pas personnellement que cette hypothèse tienne encore debout, car je pense que depuis, on aurait trouvé des indices qui aillent dans ce sens. On sait que les services secrets, en général, quand ils doivent éliminer quelqu'un, c'est plus oh, bah, t'es tombé d'une falaise, dis donc !» Ou c'est plus oh, les freins de ta voiture ne fonctionnaient plus !» Ou ah, il était dépressif, hein, il s'est suicidé parce que ça n'allait pas bien dans sa vie ces derniers temps. En continuant d'éplucher la vie des Halili, les enquêteurs vont s'intéresser au profil de Zaïd, le grand frère, et ils vont se rendre compte que les questions d'héritage avaient pourri les relations entre les deux frères et que, en fait, les relations étaient même extrêmement tendues car il y aurait eu des menaces de mort. Zaïd ira se présenter de lui-même au poste de police le lendemain de la tuerie, lorsqu'il a appris le meurtre de sa famille, pour en quelque sorte montrer patte blanche. Le caractère réservé de ce mystérieux comptable, en total désaccord avec son frère pour des questions d'héritage, va alors totalement cristalliser l'attention des enquêteurs. C'est la mort de Kadim, leur père, en 2011 en Espagne dans des conditions bizarres, va achever la relation entre les deux frères, car l'héritage qu'il va laisser est conséquent. Donc Kadim laisse derrière lui un appartement à Malaga en Espagne, un autre appartement à Chessington, là où Zaïd vit, une maison à Claygate, là où Saad, Iqbal et leurs deux filles vivent, mais aussi une maison en Irak. Mais c'est l'existence d'un compte bancaire en Suisse qui va enflammer les esprits. Même si le montant de l'argent présent sur le compte bancaire n'est pas connu, les médias français faisaient état d'une rumeur dont le montant aurait été de celui de 5 millions d'euros. A priori, c'est bien moins que ça. Mais selon d'autres sources, ça avoisinerait le million d'euros. Quand même. Donc c'est au moment de la mort de Kadim que Saad va faire une découverte qui va le bouleverser. En effet, il va découvrir que son grand frère Zaïd a tenté de falsifier le testament de leur père pour l'exclure totalement de l'héritage. Donc on va retrouver sur l'ordinateur des échanges entre lui et l'un de ses proches, et il va expliquer se sentir déprimé, trahi par le comportement de son frère, qui a essayé de l'exclure de la succession. Alors bien on n'est pas sûr aujourd'hui si Zaïd a vraiment commandité le meurtre de sa famille, on sait, ça a été vérifié, certifié, qu'il a bel et bien tenté de falsifier le testament de leur père. Les enquêteurs vont alors apprendre que Saad avait pris rendez-vous avec le banquier de leur père en Suisse, et c'est à seulement 1 heure de chevaline. Cependant, il était impossible pour Saad d'espérer faire quoi que ce soit avec cet argent, car l'argent est gelé, car il y a un conflit sur la succession. Cependant, un élément troublant va épaissir le mystère, celui de la disparition des passeports. Donc les gendarmes ont fouillé partout, dans leur camping-car, dans leur voiture, sur la scène de crime, dans leur maison à Claygate. Les passeports ont disparu et on n'a jamais remis la main sur ces passeports, alors que la famille avait forcément besoin de ces passeports pour pouvoir voyager. Et Saad était décrit comme étant quelqu'un de très prévenant, et il se baladait tout le temps avec les papiers de sa famille et ses effets personnels importants avec lui. On retrouvera même dans ses affaires les papiers d'identité de son père. On peut donc imaginer que c'est le tueur qui a pris les passeports pour prouver qu'il a bien abattu la famille. Sauf que personnellement, je trouve que c'est assez serré pour fouiller et trouver des papiers, sachant qu'il y avait un autre cycliste qui arrivait juste derrière. Le 21 juin 2013, donc plus d'1 an et demi après la tuerie, Zaïd sera convoqué par les enquêteurs britanniques et il ne se présentera pas à sa convocation. C'est là que la police britannique va alors décider de tout simplement l'inculper pour meurtre. Les enquêteurs vont alors le considérer comme suspect, suite au fait que déjà il ne se déplace pas à sa convocation, mais aussi il venait de découvrir que le simple litige financier, querelle d'héritage, avait quand même abouti à des menaces de mort. Seulement Zaïd refusera de coopérer avec les inspecteurs en suivant les conseils de son avocat, et il restera complètement muet tout au long de sa garde à vue. Il sera relaxé faute de preuves. Il va donner une interview à la BBC 5 mois plus tard, dont j'aimerais passer un extrait, mais je pense que pour des raisons de droit d'auteur, je ne pourrais pas,
où il dit à un moment donné à la journaliste « Prouvez-le, je suis coupable, prouvez-le ». Et il accusera même la gendarmerie française de couvrir l'identité du véritable tueur. Dans cette interview, il va aussi nier la falsification du testament, bien qu'elle soit approuvée et attestée. Un autre élément va intriguer les gendarmes. Une campeuse hollandaise, qui faisait du camping non loin de là où était le camping-car des Halili, a vu une conversation animée entre les Halili et un homme en costard. L'homme en costard sera même vu en train de tambouriner sur le capot de la voiture. Le lendemain, les Halili changent de camping. Est-ce une coïncidence? Qui était l'homme en costard? On n'a pas de réponse. La petite Zainab, une fois remise de ses blessures, sera interrogée par les enquêteurs. Donc en fait, elle va expliquer qu'elle a entendu son père hurler de fureur, qu'elle a entendu des bruits, qu'elle a vu un méchant, mais c'est tout ce qu'elle sera en mesure de dire. Outre les douilles retrouvées sur place, on va faire l'analyse des micro-fragments de la crosse qui ont été retrouvés sur le crâne de Zainab. Et c'est ces fragments qui vont permettre l'identification de l'arme du crime, qui est une arme vraiment peu conventionnelle. Donc il s'agit d'un pistolet automatique, le Luger Parabellum P06 avec 3 chargeurs. Donc il s'agit d'un modèle de collection utilisé par l'arme suisse, donc loin d'être une arme basique. C'est en fait un pistolet qui n'est ni facile à manier, ni facile à recharger. Et étant donné qu'il s'agit d'une arme de collection et d'une arme ancienne, elle n'est pas répertoriée. Donc le Luger Parabellum n'est pas répertorié dans le fichier cible, qui est le fichier français qui reprend les références des armes. Donc cette arme va donc rajouter au casse-tête des enquêteurs. Les gendarmes vont alors se pencher sur la piste d'un tueur fou, en se renseignant auprès des chasseurs, mais aussi des hôpitaux psychiatriques et de toutes les personnes susceptibles d'être déséquilibrées et qui vivraient dans la région, aussi auprès des amateurs d'armes et des militaires, mais cela n'a mené absolument nulle part. Une autre hypothèse qui va alors voir le jour, c'est celle de Sylvain Mollier. Nombreux sont ceux qui pensent que Sylvain Mollier était la cible principale du tueur et que c'est les Halili qui étaient des victimes collatérales. Sa vie sera épluchée et le silence des familles va attiser la curiosité. Or, le silence de la famille est quelque chose de totalement compréhensible. Ils peuvent tout simplement avoir envie de rester loin des projecteurs et de vivre leur deuil en famille. Des rumeurs laissent à penser que Sylvain Mollier aurait eu quelques histoires d'ordre sentimental et qu'il aurait fréquenté une femme mariée et que la tuerie de la Chevaline pourrait être simplement l'œuvre d'un mari jaloux venu se venger de Sylvain Mollier et que la famille Halili se serait simplement trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Sauf qu'un élément vient mettre à mal cette hypothèse. Selon ses proches, Sylvain Mollier n'avait pas l'habitude d'emprunter ce chemin-là pour faire du vélo. En fait, il s'agissait de la première fois qu'il l'empruntait en suivant les conseils de son beau-père. La thèse accréditant que Sylvain Mollier était la cible principale du tueur va avoir un regain d'intérêt en 2015 suite à la publication d'un livre qui s'appelle The Perfect Crime de Tom Perry. Le livre a évidemment pour objet la tuerie de la Chevaline et selon l'auteur du livre, le procureur de la République d'Annecy lui aurait confirmé que la thèse privilégiée était celle d'un meurtre aux racines locales. La famille Halili ne serait donc pas, selon l'auteur et selon le procureur d'Annecy, la cible principale du tueur. Mais c'est un drame qui va survenir 1 an avant la publication du livre qui va être à l'origine de ce rebondissement. En effet, en 2014, Patrice Menegaldo, un ancien légionnaire qui vit dans la commune voisine d'Ugine et qui connaissait bien Sylvain Mollier ainsi que sa femme, va se suicider par arme à feu. Il avait même une relation amoureuse pendant 7 ans avec la sœur de Sylvain Mollier. Il avait été entendu dans le cadre de l'enquête comme témoin en avril 2013, mais comme plus d'1 millier de personnes. Et il aurait très mal vécu les suspicions à son égard, et il va se suicider donc en juin 2014, et il va indiquer dans une lettre posthume qu'il ne supportait plus les suspicions à son égard. Sauf que c'est les enquêteurs qui vont préciser que Patrice, au moment de son suicide, n'était absolument pas considéré comme un suspect, mais comme un simple témoin, comme des centaines d'autres personnes. Les gendarmes vont alors très sérieusement se poser la question de savoir si Patrice ne s'est pas suicidé car il se serait senti acculé et qu'il n'aurait plus supporté les remords. Car en effet, ils vont préciser qu'au moment de son suicide, donc en juin 2014, Patrice n'était absolument pas considéré comme un suspect par les gendarmes. Donc lorsqu'il parle de suspicion dans sa lettre posthume, ça ne peut pas être de la suspicion de la part des gendarmes.
Est-ce que ce serait de la part de ses proches ou est-ce que c'est simplement le fruit de son imagination parce que peut-être il vivait une période très difficile et que lorsqu'on est dépressif, on n'a pas toujours les idées très claires. Patrice avait les capacités techniques d'exécuter ce quadruple meurtre. Il avait une solide expérience de militaire derrière lui et il possédait plusieurs armes à feu de collection qui étaient déclarées à son domicile. Pourtant, aucune preuve matérielle ne vient étayer cette théorie. On n'a pas retrouvé son ADN sur les lieux du crime et l'interrogatoire de 2 heures à l'époque, au moment du quadruple meurtre donc de la Chevaline, n'avait éveillé les soupçons de personne, d'aucun enquêteur. Donc Patrice Menegaldo n'est plus là pour se défendre et sa lettre posthume n'est pas un aveu de culpabilité. Ou alors il se sentait vraiment acculé, c'est très difficile de savoir aujourd'hui. Une autre coïncidence extrêmement troublante vient épaissir le mystère de cette affaire qui est déjà hors norme. Et cette coïncidence est, je dois l'avouer, vraiment très troublante. Durant l'été 2014, les enquêteurs vont découvrir que Iqbal avait déjà été mariée avant Saad et qu'elle avait caché cette précédente union à Saad. Son ex-mari, c'est James Dudley Thompson, donc un Américain qu'elle a épousé aux États-Unis en 1999. Et le couple divorcera seulement quelques mois plus tard, après le mariage. Mais ce qui est extrêmement étrange, c'est que James Dudley Thompson va mourir d'une crise cardiaque en pleine rue le 5 septembre 2012, le même jour que la tuerie. Personne ne sera en mesure de découvrir s'il avait été averti du meurtre de son ex-femme ou pas. Extrêmement troublant. Le juge d'instruction d'Annecy va même demander à exhumer le corps de James Dudley avec l'accord du FBI, mais la famille de James Dudley va s'y opposer et l'exhumation n'aura donc jamais lieu. Je suppose que le juge d'instruction avait dans l'idée de faire des analyses toxicologiques, entre autres, pour confirmer la cause du décès, mais on n'en saura jamais plus. J'espère qu'un jour on sera en mesure d'identifier le tueur, car c'est une affaire très mystérieuse qui moi personnellement me fascine et j'aimerais un jour qu'on ait le fin mot de l'histoire, et même pour les 2 petites de la famille, pour les enfants de Sylvain Mollier, ça serait important qu'ils puissent un jour mettre des mots sur ce qui s'est passé et mettre un visage sur la personne responsable de cette tuerie qui est complètement insensée. D'ailleurs, l'identité des 2 petites filles a depuis été changée et elles vivent dans un lieu tenu secret. Aujourd'hui, elles ont 16 et 13 ans et elles grandissent en sécurité. C'est tout pour moi, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir et prenez soin de vous.